Hello and welcome to this session of Constellations. The session is titled Gimme Shelter, and in this 1.5 hours we will watch two community-based films on special drug consumption rooms and discuss these films and their work with Aura Roig, the director of Metzineres, and Fabrice Olivier, the director of Acid, who were collaborating on these films. And to put you in perspective of what these films are, I first would like to introduce myself. I'm István Gábor Takács. I work for the Rights Reporter Foundation, which is running Drug Reporter, a website about drug policy and harm reduction advocacy. And we've been making news and films from the front line of the war on drugs since 2004. We started making movies in 2008. And we have produced really hundreds of films in collaboration with our drug reform activist partners. A longtime collaborator of our work is the International Network of People Who Use Drugs. We've been producing many films with them together. Recently, during COVID time, we produced a whole series, 10 episodes about the history of the drug user movement. We filmed in 20 countries. We interviewed 34 people, and we produced this series about them. And a continuation of this type of work was something that you will see two examples of today, when we work with Input together to find drug user groups who would like to talk about their own issues, and we would like to empower them and give them the tool of video so that they can highlight an issue in their own country. So these are regional, local specific films that we produce together. And Input finds the partner, and we help them make the film. So basically, we hire a video crew. We don't even go there, but we hire a crew in their city and instruct them and give them questions. Or the local user group is asking the questions from the subjects. So they are involved in the documentary filmmaking process. But they get a tool of making the video by having a video crew. And then we get their footage, and then basically I edit it together, and then we publish it together. So we produced already 5 films in this framework. One about the narco-feminist story share model with Louise Vincent from the Urban Survivors Union in the United States. One about the Portuguese drug policy model through the drug user's lens. And also one about Brazil, about the racist war on drugs. These 2 films, the Portuguese and the Brazil, have not been published yet. But we have 2 others that have been published, which you will see today. One is titled Metzineres, Environments of Shelter for Women Who Use Drugs, which is really a fantastic program in Barcelona, which is giving, basically providing a drug consumption room for women, non-binary people, and trans persons, and giving them much more than just an injection room. And you will see this film, which is 15 minutes long. And the second film will be The Wall of Shame, Why Crack Consumption Rooms Are Needed in Paris. And this film has been made in collaboration with Acid. And this was about the really severe situation of people who use crack in France, and particularly in Paris, and their advocacy efforts to open consumption rooms for people who use crack. And basically, just a few things about a few more sentences about the films. So the camera person for the Metzineres film was Carmen Molina. She's a fantastic photographer. And for the French film, it was Christophe Montassier who did the video work, and Miguel Velázquez Gorsa did the interviews. And these projects were funded by the Robarkar Network Fund through the Input collaboration. So without further ado, let's watch the films, and then we come back with our guests and talk to them for about 25 minutes about their work. Hola, soy Aura Roig, directora de Metzineres, que es una cooperativa que tiene como propósito generar espacios de cobijo para mujeres y personas de género fluido que sobreviviendo a múltiples situaciones de violencia y vulnerabilidad y atravesadas por la guerra contra las drogas. Todo esto surge un poco a raíz de una investigación donde no solamente nos damos cuenta de que no existen datos sobre mujeres y personas de género no binario que usan drogas, sino que además existe un gran vacío en cuanto a los servicios y el acompañamiento que pueden recibir estas personas, ¿no?
Por una parte, lo que nos encontramos es que las mujeres y personas de género no binario o bien no llegan o bien no se adhieren a unos servicios que son especialmente androcéntricos. Ellas representan como mucho un 15%, entonces están más pensados para ellos y, y a veces no representan lugares seguros. Y aparte, pues no atienden sus especificidades, ¿no? Por otra parte, cuando se dirigen a servicios para mujeres o para personas de género no binario, lo que se encuentran es que son excluidas por el hecho de utilizar sustancias psicoactivas. A raíz de esto empezamos a juntarnos, primero cada martes, y de ahí sale la primera red de mujeres que usamos drogas, la Chadut, sale en 2016. En 2017 decidimos poner en marcha lo que es Medzineres, donde ya empezamos a tener nuestro propio local, nuestro propio espacio, donde hacemos activismo, no hacemos asistencialismo, pero sí entendemos que sin tener las necesidades básicas cubiertas difícilmente podremos luchar por nuestros derechos, ¿no? Es ahí donde abrimos este local, un local en el Raval de Barcelona, justo en medio de toda una polémica por los mal llamados narcopisos o pisos de consumo, precisamente para dar una alternativa que no sea la policial, ¿no?, a aquellas mujeres que necesitan un espacio donde poder consumir sus sustancias y hacerlo de manera pues menos riesgosa, ¿no? Sabemos que en estos mal llamados pisos de consumo, narcopisos, las violencias, violaciones, agresiones son algo cotidiano y queríamos generar un espacio de cobijo para ellas donde se pudieran sentir tranquilas y sobre todo donde poder compartir estrategias de supervivencia, solidaridad y apoyo mutuo. Vengo del trabajo y no me apetecen platos chinos, a ver si las niñas, nina, nana y su pepino, joder. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ají y un poquito perejil. Sí que incorporamos servicios más eso para cubrir las necesidades básicas, alimentación, camas para descansar durante el día, taquillas para guardar sus cosas y espacios para el consumo acompañado, ¿no? Tenemos espacios donde ellas pueden inyectarse, pueden fumar, pueden esnifar, incluso aquellas que beben alcohol pueden beber. Hola Raquel. Hola amor. ¿Cómo estás? Bueno, bien, un poco Bien. cansada, pero bien, tú. ¿Que me acompañas? Sí, dame un segundito, tira y ahora... Vale. Te espero ahí, ¿vale? Vale. Del principio no nos reivindicamos como un espacio, como una sala de consumo o como un espacio de reducción de daños, porque entendemos que no hacemos esto, hacemos comunidad. Y sí que incorporamos la reducción de daños como una parte importantísima de lo que hacemos, igual que incorporamos el cuidado centrado en el trauma, igual que incorporamos el feminismo interseccional como forma de lucha o el feminismo inclusivo. ¿Y qué? ¿Cómo nos va la vida? Pues bien, cariño, con mucho cansancio, porque he estado toda la noche trabajando. Oh, bueno, eso es bueno, ¿no? Y bueno, Bien, ¿te han pagado todos? por supuesto, me voy a hacer de oro. Igual que incorporamos los derechos humanos, ¿no?, como camino de reivindicación. De Barcelona jugamos desde ese espacio de privilegio, ¿no?, un poco de vivir en un lugar donde el consumo de sustancias no está penalizado, aunque sí criminalizado. Dejemos de ver que la mayoría de personas que están en prisión lo están por delitos relacionados con drogas, especialmente en el caso de las mujeres. Epa, espera. No. Otra. Cambiamos la hoja. Eso nunca, ¿eh?
Vale. recoger hojas del suelo. Ya. El consumo propio no está penalizado, lo cual nos ha permitido poner en marcha precisamente estos programas, siempre con el acompañamiento del equipo, el equipo formado por trabajadora social, enfermeras, educadoras, pero también por mujeres con experiencia vivida que han estado formando parte de Metzineres desde los inicios, en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de todas aquellas actuaciones que ponemos en marcha, porque entendemos que son las reales expertas, ¿no?, en sus realidades y que su conocimiento es tan válido más que aquel conocimiento técnico o académico del que vienen los equipos profesionales. Vale. ¡Ay! Ahí. Muy bien. Ay, gracias, Raquel. Venga, corazón. Apriétate ahí. Vale. Si no, luego. ¿Y qué? ¿Cómo va el taller de maquillaje? Bien, va bien. Está teniendo mucho éxito. De hecho, Bien. yo creo que es el mejor taller que funciona. Las chicas me llaman para que les haga hueco para el sábado y bien. Como la peluquería, en plan, ¿no? Claro, Resérvame de nada. pidiendo cita, claro. Qué guay. Sí. Hay un equipo profesional que está formado por trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, juristas, antropólogas, educadoras, artistas, que además contamos con el apoyo de comunicadoras, de talleristas, que nos permite tener una muy rica agenda de actividades, artísticas, creativas, terapéuticas y un poco de todo a la vez, desde fotografía, teatro, ilustración, cosmética natural, para precisamente brindar esas herramientas para la autogestión y para el empoderamiento, ¿no?, de todas las que acabamos formando parte de Metzineres. El trabajo comunitario ha consistido en generar espacios de convivencia, donde pasárnosla bien, donde enriquecernos con las vecinas y vecinos del barrio, y que han acabado convirtiéndose en lugares donde se ha roto el estigma y donde de repente hemos empezado a conocernos por nuestros nombres las unas a las otras y apreciarnos y ver qué es lo que cada una aporta desde la complicidad, ¿no? Viendo que el consumo no está en el centro, sino que es una consecuencia más de las múltiples situaciones, o una forma más que tienen las mujeres y las personas de género no binario de enfrentar y de encararse a las múltiples situaciones de exclusión y de injusticia social, ¿no?, a las que tienen que hacer frente. Bueno, Metzineres ahora mismo tiene unas 300 participantes o miembros de Metzineres. Más del 50% habitan la calle, no tienen casa. Aproximadamente también la mitad han sido psiquiatrizadas o están psiquiatrizadas, un 30% ha pasado por prisión, otro 30% ha perdido la custodia de sus hijas o la ha cedido, ¿no?, porque al final no dejan de ser madres responsables y lo que quieren es cuidar de sus criaturas y que estén en las mejores manos. Por lo tanto, la mayoría de ellas, si ven que no pueden ejercer como madres, son ellas las primeras que ceden la custodia. Casi la mitad también de las mujeres y personas de género binario que acompañamos han tenido experiencia migratoria. Now I'm starting my life over, you could say, and to be honest, if it hadn't been for mostly Metzineres, it wouldn't have been possible. I've experienced homelessness a lot in the last 10 years. A woman who works in Metzineres put me in touch with a social worker. Now, since a few months back, I finally have a room in a hostel, so I have a bed. Because of that, I also have a bus pass, so I can go on the metro every month and go and do things, and yeah, that's been really, really helpful. Aina, es que yo los sábados no voy a ir. He decidido, quiero ir. Por lo tanto, lo que vemos es que
conviven, ¿no?, con múltiples situaciones complejas que interactúan entre sí, que les crean situaciones muy particulares a cada una. Entonces lo que hemos intentado hacer es ponerlas a ellas en el centro y que sea cada una de ellas las que decidan en qué consiste su proceso de recuperación y tener un equipo que intenta acompañarlas en eso y aportar o caminar a su lado para que ese camino hacia la recuperación del bienestar o hacia la adquisición del bienestar, porque para algunas de ellas nunca habían contado con un espacio seguro y tranquilo en el que poder desarrollarse y en el que poder creer en ellas mismas y soñar, sobre todo en sus potencialidades, ¿no? Porque creo que esta también ha sido una de las fortalezas que ha tenido Metzineres, ¿no? Que no habla de las necesidades, sino que habla de los intereses, de los deseos, de las pasiones, y ha sido desde esa creatividad y desde esa fortaleza que hemos querido crear, ¿no? Y no desde esa supervivencia o subsistencia, ¿no?, que a veces parece que sea lo único que debemos hacer desde los espacios de acompañamiento. I have decided to teach English as a way of supporting myself now. Now that I do have a room, I feel like I can work, and this is what I've decided to do. My first 3 students are all women who work in Metzineres. Lo que vemos es que las mujeres de Metzineres, a pesar de sobrevivir a tantas situaciones crueles y difíciles, son mujeres creativas, resilientes, con una capacidad increíble de compartir, de intercambiar y de cuidarse a ellas mismas y entre ellas en cuanto encuentran el espacio para poder hacerlo, ¿no? Pues lo que hemos querido ha sido eso, crear un espacio seguro, tranquilo, en el que poder caminar desde la solidaridad y el apoyo mutuo y salir a la calle y reivindicar nuestros derechos, ¿no? Tanto dentro de los movimientos sociales en general como de los movimientos feministas en particular, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces incluso desde el feminismo o desde los feminismos nos olvidamos de aquellas que están en unas situaciones de exclusión más acentuadas, ¿no? Y buscábamos eso, ¿no? Sacar precisamente el hecho de incorporar el consumo como una parte de las necesidades de estas mujeres también hace que el consumo deje de ser la principal barrera para poder desarrollarse a ellas mismas, ¿no? Veíamos que el hecho de consumir era la principal barrera, el principal estigma, ¿no? Y que desde el momento en que el consumo no se pone en el centro como barrera tampoco, deja de ser tan importante, ¿no? Y de alguna manera de ahí, ¿no? Vemos que lo que nosotros llamamos o lo que se llama el espectro completo de la reducción de daños, no estamos hablando del consumo, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de salud emocional, física, psicológica. Estamos hablando de tener un grupo de amigas y de acabar con la soledad, ¿no? Que también es una de las grandes razones que hace que las mujeres acaben teniendo problemas relacionados con las drogas, que no es tanto con las drogas, sino con eso, ¿no? Con la soledad, con el miedo, con el frío, ¿no? Con el aislamiento. Entonces lo que intentamos es crear eso, ¿no? Un espacio de cobijo donde podemos crear eso, ¿no? Una familia. Ce mur de la honte, ce qu'on appelle le mur de la honte. Oui. Et donc Bien. je voudrais savoir ce que vous pensez sur tout ça. Bon, il y avait, je suis adjoint au maire en charge des 4 chemins. Bon, imaginez combien, vous le savez sûrement mieux que moi, Oui. ceux et celles qui ont été déplacés par le ministère de l'Intérieur
et qui sont maintenant sans concertation en plus avec les associations. Accompagnement avec les associations. Rien. Nous savons tout cela. Même la mairie de Paris n'était pas prévenue, elle a été prévenue le matin même. Tout à fait, nous pareil. C'est le quartier le plus pauvre de Paris, de France. Oui, oui. Donc voilà, et ça suffit quoi. On ne peut pas prendre la misère du monde, comme ils disent. Voilà. On est d'accord pour prendre notre part, mais voilà, il faut aussi être capable de travailler en réseau et de gérer cette problématique. Parce que si on la déplace, ça va faire la même chose. Ça fait 30 ans qu'on balade le problème, depuis la Goutte d'Or jusqu'à la Porte de la Chapelle, en passant par Stalingrad, Éole et maintenant Pantin. Pantin, mais bien avant, à Saint-Denis, on a eu les craqueurs à Saint-Denis, bien avant. C'est trop pour nous, les riverains, c'est trop. On n'y arrive pas. L'idée, c'est de faire peut-être des salles de shoot à petit gabarit dans plusieurs arrondissements. Mais ça veut dire que tous les arrondissements acceptent, comme les arrondissements chics, comme les arrondissements moins chics. C'est ça l'idée. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Moi, je dis ce mur, il est là, on dit se voiler la face. Je pense que là, maintenant, on se mure la face. Je sais plus quoi faire maintenant que t'es parti, je pense à avant. J'attends seulement que tu reviennes, car t'es accro à moi comme cocaine. Et je sais plus quoi faire maintenant que t'es parti, je pense à avant. J'attends seulement que tu reviennes, car t'es accro à moi comme cocaine. On estime qu'il y a à Paris et en Île-de-France une population d'environ 13 000 usagers de crack. Mais c'est uniquement un groupe compris entre 100 et 400 personnes, extrêmement marginalisées, qui est le plus souvent vu en train de consommer dans l'espace public, entraînant une nuisance pour les habitants de ces quartiers. Malgré cela, depuis l'arrivée du crack à Paris et sa région il y a une trentaine d'années, le gouvernement n'a fait que proposer des mesures bouche-trou au lieu d'adopter une stratégie sur le long terme pour vraiment résoudre ce problème. Ce groupe d'usagers a donc été chassé d'un espace public à l'autre depuis leur apparition il y a 30 ans, sans aucune volonté réelle de les prendre en charge de la part des autorités ou même à permettre aux associations de le faire. Les fumeurs de crack se sont concentrés dans le nord-est parisien dans les années 90. D'abord, autour de la place de Stalingrad dans le 19e arrondissement. Plus tard, ils seront déplacés sous la pression policière vers le quartier de la Porte de la Chapelle et tout particulièrement vers ce que l'on a appelé la colline du crack, où ils survivront dans d'infâmes conditions pendant plusieurs années. Diverses associations comme Médecins du Monde, Gaïa et Charonne essaieront d'apporter leur soutien par des distributions de matériel de réduction des risques, de mise à l'abri temporaire, etc. Mais en 2019, les autorités décident à nouveau d'évacuer les usagers de crack de la colline. Les usagers vont alors s'éparpiller dans le nord-est de la ville et vont pour un certain nombre revenir à Stalingrad et un peu dans les jardins d'Éole tout proche de la place. Après plusieurs mois, les tensions avec les habitants vont augmenter, ce qui décide le préfet de police à vouloir les expulser à nouveau. Tous les consommateurs de crack de la capitale sont regroupés dans notre quartier. Mais une intervention de la mairie de Paris freine cette initiative en offrant provisoirement pour l'été et dans l'attente d'une solution pérenne aux usagers de séjourner dans les jardins d'Éole jusqu'à 1h du matin. Encore une fois, aucune solution de prise en charge sur le long terme n'est proposée par le gouvernement. La situation dans les jardins devient de plus en plus intenable avec les riverains, dont l'accès aux jardins devient difficile avec leurs enfants. Certains dealers de cannabis et bandes s'en prennent même aux usagers à coups de mortier, de feux d'artifice, car ils ont peur de perdre leur clientèle par la présence des usagers de crack et de la police qui les surveille. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se tourne alors vers le Premier ministre pour exiger l'ouverture de plusieurs centres d'accueil dans sa ville pour les usagers de crack, afin d'aider à résoudre le problème. Mais, sans attendre cette réponse, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui incarne l'aile dure sur cette question, décide en septembre 2021 d'interdire l'accès du jardin aux usagers et, encore une fois, de les déplacer, mais sans consulter aucun des acteurs, associations, mairies, etc. La police va donc emmener dans des bus plus d'une centaine d'usagers de crack à la porte de la Villette, sur un petit square, où elle fera construire un véritable mur afin de boucher le tunnel piéton qui aurait pu leur permettre d'aller vers la partie la plus commerçante de cette ville de banlieue. Ce mur, qui est vraiment une ignoble tentative de la part des autorités de séparer ces usagers de crack du reste de la société
a reçu le surnom de « mur de la honte ». Ce film et ses interviews sont centrés sur le problème du crack à Paris. Depuis 30 ans, donc, on a un usage du crack à Paris qui va donc de Stalingrad à la Goutte d'Or, qui repart à la Chapelle, qui retourne à Stalingrad, et là maintenant, qui vient d'être à nouveau déménagé. J'appellerais pas ça un déménagement, mais une évacuation forcée. Oui. Puisque quand même on a mis 120 à 130 personnes dans des bus de force et on les a transportés jusqu'à un lieu, pour la première fois d'ailleurs, dans un lieu sans aucune mise à l'abri, sans aucune aide, sans aucune prise en charge. D'abord, les transporter de cette manière-là, on sait depuis 30 ans que ça ne marche pas. Ça provoque plus de violence, parce que le trafic se désorganise, que c'est plus compliqué de trouver, que du coup, ça favorise de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Ça génère beaucoup de désorganisation et donc d'intranquillité et d'insécurité publique. Enfin, je veux dire, puisque là, on parle du côté du préfet. Et ensuite, globalement, quelques semaines plus tard, on commence à avoir des groupes de personnes qui se reforment et va se refermer à un nouveau lieu, et c'est comme ça depuis 30 ans. Il y a une décision unilatérale donc du ministère de l'Intérieur de déménager, de transporter, d'évacuer ces gens donc à la porte de la Villette. Donc et là, il se produit en plus un phénomène très révélateur qui est donc la construction d'un mur. Est-ce que tu peux expliquer ? Le préfet dit je le fais parce qu'il n'y a pas d'habitants à cet endroit-là, et donc il amène avec ses bus les usagers de crack, et là, il découvre certainement à ce moment-là qu'il y a des habitants, donc il décide sur le moment de construire un mur pour séparer les usagers de drogue des habitants. C'est pour empêcher la barrière donc, et qui est très révélateur de comment il conçoit tout le problème, je trouve. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un regard juste pour repousser, mettre à l'écart, séparés et avec lesquels il faut avoir aucun contact. Donc on met un mur. Autant les grillager. C'est vraiment ça l'esprit, qui est en même temps une non-action. C'est-à-dire c'est toujours du laisser-faire. Comme on ne les prend pas en charge, on n'aide à rien, on n'a pas de politique de santé publique du tout, ni de politique publique en faisant ça. Et c'est une situation complètement intenable actuellement. Et franchement, j'espère qu'on va réussir à pouvoir avancer. Donc avancer justement, ça veut dire quoi pour toi et donc la mairie de Paris, avancer, quelles sont les propositions? Ça veut dire étendre, justement, faire une extension de ces carudes pour avoir à la fois plus de place pour faire des centres, que ce soit de l'hébergement, du repos et de l'espace de consommation, de manière à vraiment, à chaque fois, donc nuit et jour, pour pouvoir avoir une prise en charge sérieuse là où ils en sont. La proposition, ce serait 3 centres. Je pense qu'en fait, on n'est pas fixé sur le chiffre. Peut-être qu'on pourra arriver à plus que ça. Peut-être, ça dépend. Et puis ça dépend aussi des espaces qu'on a. Enfin, on peut faire aussi des espaces plus spécialisés, hébergement, avec toujours espace de consommation, ou plus de la prise en charge, y compris avec de la substitution, parce qu'il y a beaucoup d'usagers de crack qui sont des multiconsommateurs. Si t'es là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je te retiendrai pas si tu veux partir un jour. Un coup c'est la guerre, un coup c'est la fête. J'ai plus trop donné de la tête. Le crack et la cocaïne base, c'est exactement la même chose. La cocaïne se présente en poudre, donc elle peut s'injecter, elle peut se sniffer. Mais si tu la mets dans une cigarette et que tu la fumes, ce que font d'ailleurs certains, j'ai vu ça en Afrique par exemple, a priori tu gâches la quasi-totalité du produit. Alors que si tu procèdes à une manipulation chimique qui consiste à rajouter du bicarbonate de soude par exemple, tu transformes la cocaïne en caillou, et ce caillou, tu peux le fumer, ce qui provoque un effet assez intense, mais qui n'est pas différent de l'effet de la cocaïne au fond. C'est important de le dire, puisqu'on présente toujours le crack comme une drogue particulière qui serait particulièrement toxique et particulièrement addictive.
Par exemple, ce n'est pas plus toxique et plus addictif que la cocaïne en injection, qui était une pratique assez courante de ces années où il y avait beaucoup d'injecteurs en France, beaucoup d'injecteurs d'héroïne, en fait, des injecteurs de speedball, c'est-à-dire d'héroïne et de cocaïne mélangées. Entre nous, beaucoup trop de questions. Je travaille depuis 2 ans et demi en tant que maraudeur sur le 10e, 18e et 19e arrondissement. J'ai fait mon dernier jour hier et ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis notamment sur Stalingrad et le jardin des Halles. La colline du crack, elle existe, il me semble, depuis le milieu des années 90, au début 2000 au moins, et c'est surtout Stalingrad, la consommation et le deal du crack sur Stalingrad existe depuis le milieu des années 90. Les scènes de consommation à ciel ouvert comme ça fait 30 ans que ça existe. Il y a quand même pas mal de riverains, de vieux travailleurs sociaux qui disent que c'est pas pire qu'avant, c'est pas plus présent qu'avant. Et il n'y a pas plus de violence qu'avant, c'est juste qu'on a peut-être un peu tendance à oublier ce qui se passait il y a 30 ans. Ça, en fait, le crack, c'est une histoire de Noirs de Paris. Une communauté installée à Paris, la communauté des Antillais, donc les gens qui viennent des Antilles ou de Guyane, c'est-à-dire des colonies actuelles d'Amérique du Sud française, avaient cette habitude de fumer la cocaïne parce que c'est des endroits qui sont proches des endroits où on a de la cocaïne base, des endroits de production de la cocaïne. Les Antillais ont appris à leurs frères africains à fumer la cocaïne base. Ces Africains, souvent, étaient des dealers. Il y a effectivement surtout une population noire, plutôt africaine, d'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est des consommateurs qui sont là depuis les débuts. C'est des personnes qui ont migré il y a 20, 25 ans, 30 ans. Il y a aussi des Antillais. C'est des gens qui sont là depuis 30 ans. Avec des parcours d'émigration aussi, où ils ont vécu la guerre dans leur pays. Il y a du Sénégal, Côte d'Ivoire, ça c'est pas l'Ouest, mais il y a des Somaliens aussi, Mauritanie, Togo, il y a des Congolais aussi, c'est des personnes qui ont vécu la guerre, qui ont fui leur pays et qui sont là depuis des années. Ça c'est un des premiers groupes qui composent la population de crack à Aeol. Le deuxième, c'est des migrants plutôt récents de Syrie, d'Afghanistan, plutôt du Moyen-Orient, qui aussi ont vécu des guerres, qui ont fui leur pays et qui ont vécu un parcours migratoire aussi destructeur, qui consommaient pas pour beaucoup au début en arrivant en France. Ils pouvaient consommer chez eux. D'autres ne consommaient pas, ils sont arrivés, ils ont fait un parcours de demande d'asile, de séjour. Ça a duré 1 an, 2 ans. À se faire balader entre la CIMAD, l'OFI, le France Terre d'Asile, les accompagnements sociaux, etc. Et au bout d'un moment, c'est des personnes, moi, de ce que j'ai vu et ce que j'interprète, c'est des personnes qui ont lâché, qui n'en pouvaient plus, qui étaient fatiguées, épuisées, qui sont mis à complètement stagner dans la rue. Et au bout d'un moment, l'alcool est venu, le crack est venu pour aussi une consommation un peu occupationnelle et pour apaiser aussi l'esprit et pour pouvoir dormir. Ça amène d'autres problématiques. Et il y a une troisième population, et c'est aussi des gens qui ont un parcours d'aide sociale à l'enfance, de foyers, de familles d'accueil, où il y a eu des violences physiques, sexuelles, des abandons. Et du coup, pareil, une psyché qui est entamée et une difficulté à se considérer, à avoir envie d'être considéré, à s'insérer dans des groupes sociaux. Donc c'est un peu, moi, les 3 populations que je vois en consommation précaire. L'une des propriétés de la cocaïne, tous les cocaïne women le connaissent, c'est d'avoir un effet très intense et très bref. Quand on maîtrise sa consommation, qu'on a des moyens financiers et qu'on a une structure sociale, cet effet très bref qui est suivi d'une descente, on peut le maîtriser et utiliser cette cocaïne base à titre récréatif. C'est d'ailleurs ce que font, à mon avis, la majorité des consommateurs de cocaïne base. Mais quand on est SDF, voire avec des problèmes psychiatriques qui sont liés à cette condition de grands exclus, de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement dures, extrêmement misérables,
cet effet très bref de la cocaïne, évidemment, participe à une forme d'addiction très violente. Mais il est important de préciser que cet effet de la cocaïne ne provoque pas nécessairement ni de violence, ni de comportement exhibitionniste, ni tout ce qu'on reproche aux cocaïnomanes et ce qu'on appelle les craqueurs dans les médias et ce qui leur est reproché de la part des riverains, c'est-à-dire en fait l'étalage de leur misère, l'étalage du fait que on a affaire à des gens extrêmement vulnérables. C'est absolument pas dû à l'effet de la cocaïne. Non, je voulais pas te mentir, mais j'ai dû choisir entre facilité et courage. La signification de votre pancarte? C'était en réponse à Darmanin, qui parle de séparatisme pour stigmatiser les musulmans, notamment les musulmans de quartiers populaires. Oui. Donc il fallait retourner les stigmates, de dire que le vrai séparatisme, il vient d'en haut, il vient du ministère de l'Intérieur, qui va rajouter de la misère dans un quartier populaire, qui est plein de ressources, plein de solidarité. Par rapport à la police, comment ça se passe? Certains viennent au contrôle normal et tout. Il y en a qui arrivent, qui t'étranglent carrément. Mais vraiment, qui t'étranglent pour pas carrément. Ouais. Ils vont pas au dos de... Ah eux, ils tapent vraiment certains. Hein. Ils tapent. Ah oui, hein, ils arrivent... tout de suite. Ils te prennent, hop, ils t'étranglent. Et ça, c'est interdit. Hein, mais bon. En fait, ils ont vu l'action, l'échange qui a été fait. Oui. Et pour pas qu'on l'avale, ils t'étranglent. Ils étranglent, oui. J'ai assisté déjà à ce genre de scène. Moi, une fois, ils m'ont étranglé. J'ai failli, je suis pas tombé. Et ils ont vu qu'ils ont fait une connerie et ils m'ont laissé... D'une part, de toute façon, je l'avais avalé. Et ils peuvent jouer à un gros risque. Ils ont tué quelqu'un à Gare du Nord, un gros vendeur, en lui mettant la matraque sur là. Et ils lui ont cassé et il est mort. Si vous êtes un jeune bourgeois blanc, vous avez d'ailleurs peu de chances d'être inquiété, peu de chances d'être interpellé, peu de chances d'être fouillé. Mais si, par erreur, vous êtes pris dans un concours de circonstances qui fait que vous êtes quand même interpellé en train de fumer un joint sur la voie publique, par exemple, on vous met une amende éventuelle de 200 €, ça c'est dans la loi. Donc il faut pouvoir payer ces 200 € et ensuite vous avez le droit de rentrer chez vous. Ou alors, dans le pire des cas, on ferme les yeux avec une petite recommandation de ne plus commander, de plus recommencer. Par contre, si vous êtes noir ou arabe, ou si vous avez un look qui vous apparente aux classes sociales défavorisées, un look de rappeur, vous finissez en garde à vue. Et la loi s'applique avec la plus extrême rigueur, c'est-à-dire que c'est une infraction, et une infraction qui est punie par 1 an de prison. Alors, il y a très peu de gens qui se retrouvent en prison uniquement pour avoir consommé des drogues. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tous les gens qui sont en prison pour des questions liées à l'usage de drogue appartiennent à ces classes défavorisées et sont très souvent issus des populations postcoloniales. Ça, c'est une réalité, et c'est une réalité d'autant plus incontestable qu'elle est utilisée par nos démagogues d'extrême droite, qui disent, vous voyez bien qu'on a un problème avec l'immigration, puisque les trafiquants sont tous des gens qui sont noirs et arabes. Évidemment, il n'y a que les noirs et les arabes qu'on attrape et qu'on met en prison, les autres échappant au filet. J'en ai fait des bêtises, je sors sans prévenir, tu finis par être à bout. Un coup c'est la guerre, un coup c'est la fête, j'ai plus trop donné la tête. Les salles de consommation à moindre risque, SCMR, sont des dispositifs de réduction des risques où des personnes peuvent consommer leur drogue illégale sous la supervision de professionnels de santé formés à cette tâche. L'un des objectifs de ces salles est de mettre un terme aux échanges de seringues et autres matériels de consommation pour arriver ainsi à freiner énormément la propagation d'infections virales transmissibles par le sang, comme le VIH et l'hépatite C. Un autre objectif est celui d'éliminer les risques de mort par overdose. En effet,
aucun décès de ce type n'a été constaté dans aucune SCMR dans le monde, et de réduire les nuisances dans l'espace public qu'entraînent les scènes ouvertes de consommation de drogue dans les grandes villes. Ces salles offrent également un premier contact crucial avec des services d'aide sociale et de réduction des risques. Il y a de nos jours plus d'une centaine de SCMR dans le monde, et ces salles ont sauvé des vies depuis au moins 30 ans, surtout en Europe de l'Ouest, en Australie et au Canada. Récemment, 2 nouvelles salles de consommation à moindre risque ont ouvert à New York. Après bien des efforts menés par des ONG et des associations d'usagers de drogue comme ASUD, en 2016, la France a fait une exception à ses lois sur les stupéfiants pour autoriser la création de 2 SCMR, l'une à Paris, l'autre à Strasbourg. La recherche a démontré l'efficacité de ces dispositifs, mais elles sont encore à titre expérimental. La SCMR de Paris offre quelques places pour les fumeurs de crack, mais ils doivent être des injecteurs pour pouvoir y rentrer, et un grand nombre de consommateurs de crack ne le sont pas. Les experts affirment qu'il existe un besoin urgent d'avoir davantage de salles, en particulier pour répondre aux besoins des consommateurs de crack sur Paris et sa région. La salle, elle existe depuis octobre 2016 et on a développé différents services. Enfin, il y a un service, déjà le service principal, c'est l'accueil des usagers qui souhaitent consommer des drogues dans un environnement sécure. Donc le législateur nous a imposé l'injection. Enfin, les gens qui viennent ici doivent être des injecteurs. Ils peuvent également fumer, mais il faut qu'ils soient injecteurs. On a donc un espace d'accueil, un espace de consommation, un espace de repos où on est aujourd'hui. Donc c'est un espace où les gens peuvent se reposer après la consommation. À partir de là, on a différents professionnels qui peuvent intervenir, solliciter les usagers ou être sollicités par les usagers. Donc du travail social, de l'accompagnement, des démarches et une prise en charge sur le plan médical. Donc on a un médecin à plein temps et un mi-temps de psychiatre et pas mal d'infirmiers. Donc ça peut être du dépistage VIH, hépatite C, fibroscan, traitement hépatite C. Actuellement, on fait la vaccination contre le Covid. Ça peut être aussi de la coordination de soins parce que les gens vont et viennent dans différents services ou à l'occasion d'hospitalisation aux urgences. Donc nous, on fait pas mal de coordination de soins pour récupérer leurs comptes rendus, leur reprendre des rendez-vous, les accompagner à leurs rendez-vous, faire un suivi. Il y a des gens à qui on peut aussi délivrer des médicaments. Notamment, il y a quelques personnes qui ont des traitements antirétroviraux contre le VIH. On a également un programme d'échange de seringues à l'entrée. Donc les gens qui ne sont pas inscrits peuvent venir chercher du matériel. On a pas mal de monde. Et on fait aussi des maraudes dans le quartier. Donc des maraudes 2 fois par jour, tous les jours. Donc autour de la salle, autour de l'hôpital et de la gare SNCF. On va parfois un petit peu plus loin pour contacter l'usager, prendre contact avec les riverains. Et depuis le début du premier confinement, on a mis des gens à l'abri à l'hôtel, en partenariat avec l'association Aurore. Et on a actuellement, je crois, 70 personnes qui sont à l'hôtel. Et on a une équipe de visite à domicile, entre guillemets, qui va les voir 5 fois par semaine. Pour les urgences, les overdoses, les malaises, les crises d'épilepsie, enfin voilà, on a 2 possibilités. Soit on prend aussi pas mal en charge les gens ici et après on peut les transférer aux urgences de l'hôpital. Et si c'est une urgence absolue, enfin très grave, on a un recours direct au service de réanimation qui se déplace et qui vient ici en moins de 5 minutes. Mais donc ici, il y avait une situation dans le quartier avant l'arrivée de la salle d'achat et de consommation, je dirais, sauvage, avec certainement des overdoses un peu dans les toilettes publiques ou dans les parkings ou dans les halls d'immeubles. Il y avait un impact sur le quartier quand même avant l'arrivée de la salle qui était très fort. Avant la salle, enfin depuis 2005, il y avait donc cette scène de consommation. Alors ça se passait dans les toilettes publiques, dans les halls d'immeubles, sur les trottoirs. Il y avait, oui, des rassemblements de 30, 40 usagers assez régulièrement et des consommations de rue très importantes qu'on diminuait beaucoup avec l'ouverture de la salle.
L'enquête de l'INSERM qui a été menée depuis le démarrage du projet, enfin même un peu avant, a montré plusieurs points importants, une réduction des pratiques à risque de 11%, une réduction du recours aux urgences pour 26%, une réduction des actes délictueux pour 20%. Donc ils ont montré aussi une diminution des overdoses de 2%, mais c'est vrai que nous, on n'a pas tellement d'overdoses comparativement à d'autres pays. Donc on voit l'accès aux soins qui est facilité, ne serait-ce que pour accéder au traitement hépatite C ou au traitement de substitution. Sur l'environnement, on a une réduction de 3 fois, une réduction, les seringues usagées, enfin le matériel usagé a été diminué par 3. Il reste évidemment quelques personnes qui continuent à injecter dehors et c'est un peu toujours les mêmes. On a eu, je crois, depuis l'ouverture de la salle, c'est 250 000 injections qui ont eu lieu dans la salle, enfin 250 000 consommations. Donc on voit bien que ça réduit l'impact. Entre nous, beaucoup trop de questions. Moi, j'habite, mes fenêtres donnent sur la salle. Oui. Je suis à l'angle rue Guy Patin, Ambroise Paré, Magenta. Donc je vois la salle. Donc il y a un vrai riverain de la salle. C'est ça. Vraiment, ce que ça a amélioré, c'est que ça a fait disparaître ces scènes d'injection. Que maintenant on peut retourner au square Cavalier-Coll, qui est au square de l'école, qui est redevenu un square où on peut aller avec des enfants, on peut aller jouer avec des enfants, on a beaucoup moins de seringues. Ça n'a pas tout amélioré, puisqu'il y a quand même encore des scènes d'injection, on les voit dans la rue, mais ça a rétréci de toute façon déjà le périmètre des quelques rues. On est vraiment sur 2 rues où se retrouvent ces scènes d'injection. On nous dit souvent, mais ça veut dire quoi, éduquer des enfants, t'as pas peur d'éduquer ton enfant face à autant de drogue? Non, déjà, 1, c'est mon rôle de parent. 2, la meilleure prévention, c'est finalement aussi de voir et de parler des usagers, parce que ça fait pas envie. C'est pas la drogue festive. C'est quand même des personnes en très grande précarité, en très grande misère. Donc c'est une prévention. Je ne sais pas, moi, ces débats centre ouvert, centre fermé. Je pense que de toute façon, il y a des gens qui, eux, peuvent se mettre en tas et réfléchir ensemble. Il y a des tas de structures associatives qui peuvent faire du bon boulot ensemble. Mais ça, encore faut-il qu'on ait le courage de faire des tables rondes pour poser les vrais problèmes sur la table. On a ce lieu Porte de la Chapelle où on pourrait tout à fait, très rapidement, faire au moins une première salle qui accueillerait où on pourrait permettre la consommation de crack, puisqu'on a un lieu de repos avec c'est des containers en fait qui sont sous le périphérique, il n'y a pas de riverains, les gens peuvent dormir, se doucher, voir un soignant, enfin voir des travailleurs sociaux, et on pourrait faire un container de consommation. Ça serait très simple. Mais personne ne se décide à nous donner le feu vert, quoi. Je pense que la mairie de Paris ou les maires d'arrondissement pourraient très bien décider d'ouvrir des lieux où les gens peuvent consommer, comme l'ont fait le bourgmestre de Lille ou de Liège et le bourgmestre de Bruxelles. Ils n'ont pas de loi en Belgique. C'est les bourgmestres qui ont pris sur eux et qui ont décidé de faire ce qui semblait utile pour résoudre ce problème de consommation sur la voie publique. Donc légalement, ils pourraient très bien le faire, la mairie de Paris pourrait très bien... mais ils pourraient le faire comme l'ont fait les bourgmestres mais ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation-là. Parce qu'ils ne seraient pas hors la loi. Il y a quand même une loi qui a été votée en 2016 pour que nous, on ouvre ici. Donc il y a une loi, il y a un encadrement, en tout cas jusqu'en 2022. D'accord. Donc ils pourraient très bien le faire. D'accord. Quel serait pour toi un monde idéal, en tout cas par rapport à ta consommation? Il n'y a pas de monde idéal. Non, mais par rapport à ta consommation. Par rapport à ma consommation? Oui. Qu'on me fournit ma loi. Qu'on te fournit la galette? Je déconne. Oui. Mais surtout, avoir
tout ce qu'il me faut, quoi, et puis être tranquille. Oui. Que quand je prends ma galette, qu'il n'y a pas des cons qui viennent me prendre la tête. Voilà. Dans une salle de consommation, ça serait le cas. Exact, c'est ça. Dans une salle de consommation, on pourrait tranquillement prendre sa galette et puis ne pas être emmerdé par ni les flics ni d'autres personnes. Mais c'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'il faut. Vous allez accepter que les Moudous ils viennent nous vendre? Les Moudous, tu sais, ils vendront à 500 mètres, à 300 mètres. Si c'est ça, c'est cool. Une salle de consommation et que les Moudous sont pas loin, c'est sûr que ça va marcher. Oui. La spécificité du crack, et ça il me semble que c'est conforté par les salles de consommation qui existent à l'étranger où il y a des consommateurs de cocaïne, notamment des injecteurs ou des inhalateurs, c'est qu'il y a un balai incessant entre le lieu d'achat et la consommation dû à la spécificité du crack. Et donc, à ma connaissance, les lieux de consommation de Bâle que je connais ou de Genève, le lieu d'achat, donc l'offre, en l'occurrence pour nous ce serait les Moudous, sont à proximité, disons, dans le périmètre de 300 mètres. Avec une tolérance. Soyons très clairs, ce n'est pas des endroits où on a légalisé la consommation de crack, c'est une tolérance réglementaire de la police. Dans le contexte parisien que tu décris, s'il s'agit de s'adapter à cette consommation de crack, est-ce que dans les propositions qui ont été faites, cette spécificité est prise en compte, à savoir le fait qu'il y aura, pour que ça marche, nécessairement une tolérance de la vente à proximité, parce que sinon on s'embarque, à mon avis, dans un projet illusoire. Je ne suis pas inquiète là-dessus parce que j'ai vu, par exemple, à Strasbourg, il y a, elle est restée, la salle d'inhalation, et il n'y a pas d'espace de tolérance officiel d'île de crack à proximité de leur salle de consommation. Et ils ont vraiment de l'usage de crack. Si on voit qu'il y a des aménagements à faire ou qu'il y a des impossibilités ou que du coup on se retrouve devant une situation qui ne fonctionne pas, à revoir. Je veux dire, moi je suis une profonde réaliste sur ces trucs-là. Le mieux l'ennemi du bien, moi je ne dis pas que c'est bien, mais je dis qu'en tout cas ce qu'il faut c'est débloquer tout de suite les choses parce que là en fait ça monte comme on ne fait rien, le côté anti-crack, c'est-à-dire juste guerre à la drogue absolue, on n'en veut plus, on veut juste presque les remettre en prison. En réalité, on n'est quand même pas très loin. Et vraiment, on est un peu dans un truc régressif là-dessus, dans le grand public, dans l'esprit du grand public. Donc je pense que la première des choses, c'est de montrer comment les choses peuvent se réguler et bien se passer. C'est quoi ton ressenti par rapport à donc, ce qui se passe avec les voisins, avec les riverains? Ils ont raison. Excusez-moi, même si je suis consommateur, mais ils ont raison. Vous imaginez votre enfant, ils ont raison. Excusez-moi de dire ça, même si je suis Non, mais ils ont raison. Parce que, imaginez-vous que je suis en train de fumer près de chez vous et vos enfants. Oui. Ils ont raison de gueuler, Mais ouais. Toi, tu penses que l'ouverture d'une salle, ça serait quelque chose de positif? Oui, ce serait positif. Et qu'est-ce que tu dirais aux décideurs et aux riverains pour les convaincre de ça? Qu'est-ce que tu leur dirais? De discuter avec nous, les consommateurs, mais pas les gens qui nous accueillent, et voir la mentalité, comment on parle, avant et après d'avoir consommé. D'accord. Et là, ils verront qu'on n'est pas des monstres. C'est le mot crack qui fait peur, c'est tout. Oui, parce que là, on a discuté, je vous ai pas mangé, j'ai pas mangé les caméras. Et je suis comme tout le monde. Bien sûr. Sauf que je suis consommateur. Voilà. Et on n'est pas né avec du crack dans la bouche ou une aiguille dans le bras. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux riverains du 19e pour les convaincre justement de l'utilité de cette salle et de ne pas avoir la tentation si tu veux, de repousser le problème à un autre quartier, quoi. Pas de ça chez moi. Ça, c'est la pire erreur. C'est-à-dire que la stratégie de dispersion, quand la colline du crack
a été dispersé, quand le tunnel Rosa Parks a été dispersé, on les retrouve immédiatement au Square Cavalier-École ou à la gare du Nord. Donc ça marche pas. Et donc nous, on leur avait dit déjà, ça va péter. Si vous faites rien, ça va péter. Nous, ce qu'on dit au collectif de Stalingrad, c'est que ça va améliorer votre quotidien. Ça va pas faire disparaître la drogue dans le quartier, mais ça va l'apaiser. Parce que un craqueux, un injecteur, s'il passe dans un espace de prise en charge, de réduction des risques, s'il a besoin de consommer 8 fois, mais qu'il en fait 6 dans la salle, ça en fait déjà 6 de moins dans l'espace public. Donc vos enfants ne les verront plus. Et que peut-être, au lieu d'en avoir 8 dans la journée, il va réduire à 6 ou à 4. Que nous, ce qu'on a vu ici, c'est une salle, c'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, ça concentre des problèmes. Il y a des usagers de drogue qui sont aussi des SDF, ils ont des histoires, tu m'as piqué une 8-6, machin, et donc ils se retrouvent là, ils s'engueulent. Mais pas parce que c'est des consommateurs de drogue, simplement parce que c'est des gens dans la rue et que, comme tout être humain, il y a des amitiés, des inimitiés, etc. Et donc, disperser le problème par plusieurs dispositifs, ça permet d'atténuer le quartier. Et que quelqu'un qui est pris en charge est quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Ils auront sans doute moins de seringues dans leur parc, moins de pipes à crack dans leur parc, parce que elles seront prises en charge. Bien sûr. Alors, ils en trouveront encore, oui. Mais ils en trouveront 10 fois, 100 fois moins qu'ils en trouvaient avant. Et je trouve que ça, c'est quand même très apaisant. Puis surtout, ils auront des interlocuteurs. Je trouve que ça, c'est le truc le plus important. Ce que les riverains entendent, certains riverains ont du mal à comprendre, c'est qu'ils pensent qu'on va faire disparaître totalement le problème, comme on leur promettait de faire disparaître toute consommation de drogue il y a encore pas très longtemps, les politiques ou l'ONU, voilà. Ça, c'est impossible. Enfin, il faut que les gens intègrent cette pratique-là comme étant une pratique de société du XXIe siècle. Et c'est ça, je pense que les gens veulent faire disparaître. Et ça, c'est pas possible. Une salle, ça fait pas disparaître les consommateurs. Mais par contre, ça régule la consommation, ça la dispatche, ça atténue vraiment les effets secondaires ou catastrophiques des consommations. Ouais. Qu'il faut qu'on comprenne qu'on est des habitants de ce quartier. Les usagers de drogue sont aussi habitants de quartier. Ils ne sont pas dans les immeubles, ils sont dans les tentes Quechua, ils sont dans le parking. Ils sont là. Donc on ne va pas les mettre sous le tapis, on ne va pas les mettre dans des trains, on ne va pas les mettre dans des camps. On ne peut pas les faire disparaître. Donc il faut éviter le face-à-face. C'est pas à nous de déménager, c'est pas à eux de déménager. Parce que souvent, un argument, on dit donc c'est à nous de déménager. Non, c'est pas à nous de déménager, mais on peut trouver un mode pacifié de relation. Moi, je pense qu'il y a deux solutions majeures. La première, c'est d'en finir avec cette loi de 70, d'en finir avec ces politiques de répression qui nous viennent des États-Unis et qui nous viennent de ce cher Richard Nixon. Il faut arrêter avec ça, arrêter de punir, de sanctionner. Et la deuxième, c'est pour les consommateurs de crack précaires là, c'est faire des salles de consommation et d'inhalation. C'est accepter que les gens consomment et arrêter de les dénigrer en fait. Et moi j'aimerais qu'on arrive un jour à faire comprendre à ces personnes que ce ne sont pas des mauvaises personnes, qu'elles ont des parcours chaotiques et qu'on les soutienne. Et c'est ce qu'ont fait les travailleurs sociaux, c'est ce qu'ont fait les associations. Moi, en tant que consommateur, c'est aujourd'hui je me permets de dire que je suis consommateur, non pas sans risque, mais je me permets de le dire parce que j'ai choisi de ne pas avoir honte de ce choix que j'ai fait de consommer, qui est un plaisir. J'ai choisi de ne pas culpabiliser. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis inséré, parce que j'ai eu une famille dans laquelle j'ai eu du cadre et du respect, et que je pense que, mine de rien, je suis blanc, et du coup, je subis vachement moins la répression. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir revendiquer ça et le dire. Et j'aimerais qu'un jour, on puisse leur permettre de se considérer aussi eux, parce que
les associations, on les considère en travaillant avec eux et avec elles, ces personnes, et qu'elles méritent de la considération. Si t'es là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je te retiendrai pas si tu veux partir un jour. Un coup c'est la guerre, un coup c'est la fête. J'ai plus trop donné de la tête. J'en ai fait des bêtises, je sors sans prévenir. Tu finis par être à bout. Un coup c'est la guerre, un coup c'est la fête. Hello, welcome back to our discussion, and I would like to welcome our two guests, Aura Roig from Metzineres, Barcelona, and Fabrice Olivet from ACID, Paris. Bonjour, hola. A very short introduction. Hello. Hello. Aura is an anthropologist with a Hello. master's degree in criminology and criminal legal sociology. She is the founding director of Metzineres and also an international technical advisor on drug policies and harm reduction and gender perspective. Fabrice is a historic and well-known leader of the French harm reduction movement, drug reformer, and also a writer. His recent book came out last year, and since 1996, he's been managing ACID, the drug user group in France. And they also contributed to the advocacy of these rooms. So my first question would be, how was the reception of the film? Was there any feedback or any advocacy effect, or did the community like it, or did you have any news about the film or any feedback about it? Aura? For us was really important, the film, because really had a really nice way to show what we are doing. Also was really important for the women, no? To feel her reflected. Sorry, because I am in a really noisy place. I try to be quiet, but I'm doing my best. Yeah, it was really important, and also as advocacy tool. Like for us, has been really important to show that our work is important not just for the community, but also for the international partners, no? That we can be an example. Sometimes for the institutions it's easy to support us when we can show that our work is important, not just locally. I see. And Fabrice, did you get any feedback? Complicated because here big polemics about this. There is the news every week. The polemics go on and on and on. Several reports saying that it's good to hear you. The main polemics came from the other side, which are in the movie. The others were really against crack users, against public use, and the confrontation is more, so it's difficult to I see. Well, actually, we can hear you. We can hear you really. I mean, I think it's not just me. Sometimes it, like, parts of your audio cuts out. So maybe, do you think you can improve that, or maybe connect with another, with another device, maybe a phone, or maybe if Mehdi and Lucy can advise, because it's very hard to understand. Mm-hmm. Or maybe plug in some. But it's the micro, so maybe I connect with try that, and until then, yes, until then I ask our next question. Thank you, Fabrice. So actually, it will be a question to both of you. So these films are about very specific groups of people, and they are providing a specific service. So Metzineres is for women, for non-binary and trans people, and in Paris, it's particularly to crack users and also migrants and Black people. So is there any special need of these people that you have to keep in mind when you're tailoring a program to them, when you're designing a program? What are the differences that you would, in the provision, to provide? What is different? Aura? For us, it was really important to have a place just for women. And when I am talking about women, I am also talking about non-binary gender people and gender fluid people, for sure, of
course, trans women are included. And for us to have this safe place and privacy for them was really, really important. Also, not focus on the drug use. We incorporate consumption rooms inside, but it is because when you take away the drug use as a barrier, you can focus in everything else. The feeling of belonging also, that is not something that was done for professionals, but we are all together working towards something. No? And this was also a really important point to focus on trauma, no? Because what we see is that all of them survive multiple situations of violence. And not barring the people, like they are always welcome. We never say you cannot come back. Like sometimes we need like, okay, we're gonna have this afternoon a little bit space, but showing that they can, that this is a place that always gonna be theirs. This constant love has been a key, and also to guarantee the participation of all of them. Of all of them, like all the women can come and decide what they want to decide, participate in the design, the implementation, the monitoring, be really transparent with all the information. No, they don't trust normally the services because the services fail a lot to them. Then we need to show again and again that they can trust us. I think that is very welcome. Yeah, exactly. So that also that they have a sense of ownership, and we'll get back to that a little bit later. But I hope the audio of Fabrice will be better now. So the question to Fabrice is the same, that we are talking about a specific group of people. In case of Metzineres, it was women and trans people and non-binary people. In case of Paris, it's crack users who also have multiple stigmas and multiple traumas. They are also Black people. They are also migrants. They also had a long history of traumatizing experiences. What are the special needs of these people when you want to design a program for them? So how different is this group of people when you want to provide them the best service? How different should your service be from traditional consumption rooms? Or maybe it could be exactly the same. Do you hear me better? Yes. It's better? No. No. So it's cutting out time to time. I don't know what to do. Yes. Maybe. So you changed your earphone, right? Yes, you added the earphone. Change it. Now I'm sorry. Yes. Do you have another computer maybe, or a phone with which you can try to connect? Maybe through a phone? Maybe. Because the problem is that we only hear a piece of. Yeah, I understand the problem, but it's the face. So How about now? Better? It's louder, but are you connecting through a phone? Say, Yes. Are you connecting through a phone? Are you connecting through a phone or a computer? To my computer, and it's the first time. Computer. I don't understand. I don't know if Mehdi and Lucy can advise us. It's very hard because I will try. Yes, try to connect again. Maybe from another, maybe from the phone through the Wi-Fi or try again. Yeah. Okay. We have time, so we will get back to you with the question. Thank you, and sorry about that. Yeah, but it's very important to understand what he's saying, so we have to try to fix it. And until then, so coming back to the sense of ownership. So when you see consumption rooms around the world, they're very much designed in a very like a medical space, like a hospital kind of sterile space. When you can know when you go there that it serves its very important functions, but
but the idea is to kind of, reduce these numbers, reduce overdoses, reduce HIV, and do something very good, but not necessarily to have the community to feel it as their own. And it felt to me that in Medicineras, that's a very, very important aspect, that they feel that this is their space, that their safe space. And what do you need in order to achieve this effect? What do you have to do so that the community feels it as their own? Well, we never introduce ourselves in the community as a service. We are neighbors of the community. We are part of them. We live in the neighbor, we work in the neighbor. It doesn't matter if you are sleeping in a bank or in the streets, you are part of the neighbor. Then it was crucial for us. And also, we don't define as other accusers, we define as complex people with a lot of complex problems, no? Then a lot of it with all of heterogeneous, and we were trying to be really active part of the neighbors. Also, we have to prove a lot that we are good neighbors. I think that our paella every Friday helps a lot. Just to invite the neighbors to have lunch with us and be us who are cooking shows a lot our intentions, no? And also we are trying to be part of all the community initiatives. In Spain and or in Catalonia, we have a lot of community parties. We are part of these parties also, no? We are part of all the communitarian initiatives. We are trying not just to be passive part, but also to propose things and to engage in whatever activity we can be part, no? Also taking really serious the problems that the neighbors have. Like, they have to face a lot of different problems, and we want to support them. It's not like, oh, they are against. No. We are also part of the solution, and we need to prove that. Thank you very much. And I hope, Fabrice, we for the certain time it will be working. So the question for you is, like, what are the special needs of these people in Paris, these crack users? Mm-hmm. Do you hear me now? Yes. Okay, so I will answer your first question now. Super, thank you. It's always the same. In briefly, I think it's not we're not talking about the question of drugs. Much of the crack scene is coming from the social context. As you probably know, France, like Italy, a lot of European country, I don't know about Spain, but probably also, we are very confronting to a wave of big racism against migrants. The crack scene of Paris is a black scene. For many, many years, happens in the 90s, and it's cultural. It's black people, not necessarily migrants. Most of them are France, but they are black. And probably, if it was a war of poor people, probably the neighborhood would be different in their reacting, because it's a react again, people who are in every level, in a question of psychiatric, question of basic needs, question of how, and question of basic health. And probably if it was a poor person, the neighborhood would, to the states, to the French government, go and take. But the question of crack, the question of drug, is hiding, because we all know all around the world that when you want to stand, it's easy. It's more easy to talk about drugs. The drug question in the level
of needs of those people, 20% and 80% are connected to the. Is it clear? Yes, absolutely. How is the situation of this advocacy for the crack room? So this film came out a couple months ago, or maybe even half a year ago. So where is it now? How do you see the chances of these rooms that could be open? Now the election is over, and France managed to avoid the worst scenarios. Mm-hmm. It's probably, I'm sorry to say that it's probably no scenario, because in the question of drugs, alt-right party is almost agree with what the now because they are using very, very strongly this to stigmatize a few population. Mm-hmm. Understand that this crack polemics is very deep polemics around violence of the drug dealers, violence of the neighborhood where people, African descendants are living. What we call the suburb, and every day you have a new piece. So because of that, government is unable to say anything which is credible to against harm reduction and against. The problem also is the voice of the of the advocacy is health professional, and most neighborhood activists, they said you are paid by government to have this thing. You are paid because of you're not credible, and they said we the people who are living in a bad condition because of the crack, and you professionals, the health professional, you are not able to live there. You live with other rich people, so you are not credible. Mm-hmm. And this is of the debate. Mm-hmm. I understand. And so, Aura, your program, Mercenaries, is a very unique kind of model program. How easy it is to replicate it, or do you need you or some special people to actually be able to do this, or is it replicable in other areas of the world? Could this type of very friendly atmosphere replicated? I think that the most important is the will. No, of course it can be shaped in a lot of different ways. Like you can have a consumption room, or you can have a shelter, or you can have like it depends on the financial situation that you have, the political situation. But the view is easy, and we are also low cost because we didn't have a lot of money to do it. Then it's true that also you need to be disobedient. You need to question the protocols, and you need to question. You need to be brave now to do it, and have a team that is really invest on that. Then this is crucial. But I think that the view is you can do it everywhere. It's just to break your own stigma. To work towards that, and also to be sure that it's not just an assistentialist answer. Like it's not, you are not talking about the needs, but the interests, the dreams, what the women want, no, and also be brave to include the different women that are part of this. In the design, implementation, the monitoring, and the evaluation. And this is not easy always. And also because you need to. Oh, Aura, maybe we lost Aura.
I think. So until she comes back, I go back to Fabrice. And my next question to Fabrice is: so in the film, they say that if the mayors wanted to do it, they actually could. Is it like that? That if you would find a supporting mayor, they could open a room, or there has to be some very special legal ways to No. It's not a mayor question. It's a police and what we said the which is more the interior minister. This hierarchy. So they have to give a permission for the room. So you couldn't, yeah. Drug scene is 80% by police. You know, only 20%. Sorry, I lost my connection. Okay, Aura is back. Yeah, Aura's back. So just finish, Fabrice. Yes. No, so it's a question of government. It's a question of law. And as I said, is more social and connected to racism and racism and the question of harassment of young Afro-descendant people. So if we big debates in France around those questions, harm reduction will be used as a little stick, a little toy, people, and said, "Oh, we are friendly with drug user," but in fact, able to do nothing, and the consumption is a toy. I'm sorry to say, it's a drop in the sea. Yeah, I see. Now, my next question will be to both of you, and then maybe we will have a little bit of time for one last question until Aura comes back. We start with you. So, I think it's an interesting question how harm reduction activists can find allies from other areas, other fields. So, for example, in case of Aura, the question is, can they find allies from, for example, the feminist movement? And for example, in your case, for the drug policy reform, how easy it is to find allies from like general Black rights movement or those who are assisting migrants? Because sometimes I feel that it's not that easy as you would normally think, that they don't understand the concept, and you need to put effort in it. So how is it in your case? Okay, Aura, you don't want to answer? Okay. Sorry. You get the point. Yeah. So we can start with Fabrice, and then we can continue with Aura. Or okay, Isvan, you get the real point, because if you Michel Alexander book who spoke about the question of war against the Black people in USA, she told me directly, saying that at the first level, the Black community to talk about drugs because they feel guilty, and she said that the stigma, which is a very needed operation, a psychology question, a very important we're losing Fabrice, but I think I got. Yeah, we're losing Fabrice, unfortunately. But I know we touched upon something very interesting. But yeah, so we lost you at the end. We lost you at the end. But you say that it is hard because of the stigma, because it's right.
for example, in Hungary, if you want to talk about the, Roma drug use, then it would be hard to find Roma activists engage in this field, and sometimes they ask for more law enforcement because they say that drugs are destroying our communities, so let's put more pressure on the dealers. Or for example, when sometimes for example, LGBT issues, it is sometimes hard to bring in HIV because they feel that it's another thing that they would have to deal with. It's another stigma that they don't want to deal with. So, for example, in case of Aura, how is it with feminist groups? How do they look at your work, and what do you think about this? For us, has been really incredible the support that we have found, because I think that most of the time it's not that they don't want to support, it's that they don't know. And of course, prohibitionism is in our head all the time. Then they think that it's really difficult to work with women who use drugs, etc. But when you show that it's possible, and also you give another narrative, is important. And we think that the feminist groups also do you hear me? Yep. Okay. Then when we have we are being really good allies with our feminist movement. Like, I think that we put that on place. Like, it was the first time that women who use drugs organize themselves also inside the social movement, not just in the feminist movement, also in the social movement. No? Sometimes in the social movement there is this tendency to think that drugs are taking away the power of the people, and the fault of the no mobilizations are because the drugs. And we show that this is not true. It's true that at the same time we need to fight against this stigma that also is immersed in the social movement and in the feminist movement. It's not that they are not part of that. But this is one of the things that we need to fight, no? All the lies that the war on drugs put in our heads. And we have been educated inside the war on drugs. Then we have a lot of misunderstandings about what drugs means and the stigma against the women, the people who use drugs in general. But when we show and we talk openly about how the majority of us use drugs with not a lot of problems, and when we have problems, it's not because of the drugs, but because the intersectionality of violent situations and the intersectionality of vulnerabilities, then everything makes sense. And the people that is open to her, they really understand and they support a lot to us. No? Yes. I think these are super interesting questions that we could go on for a long time, but because of our technical issues, and also because that we are 10 minutes beyond our time, maybe at some next harm reduction conference, these could be issues that could be brought up. And yeah, thank you very much for joining us, and also thank you very much for taking part in our project with Input, that we could do these films with you, because it was a real pleasure for us, and I think together we could create something that has real value and that can be very useful for the community of people who use drugs. So thank you very much for coming, and for everybody watching, enjoy the rest of Constellations, and have a great day. Thank you. Thank you Aura so much. Thank you so much. It was amazing to work with you guys and to be present here. It's amazing. Thank you for the organization. Thank you. Okay. Goodbye. Bye. Bye-bye.